Béatrice Saint-Hilaire. J'ai monté récemment dans la station radio Shop. J'ai monté cette boutique sur un partant d'un simple constat, c'est qu'effectivement il y avait un nouveau mode de communication qui se développait dans le domaine du SDR. Et puis je pense que comme beaucoup d'entre vous, pour acheter mon matériel, j'ai acheté en Chine, j'ai acheté aux États-Unis, j'ai acheté un petit peu partout. Et puis c'est vrai que j'en avais un peu marre de toujours d'attendre dans l'expectative ces colis qui venaient un petit peu du bout du monde, et puis avec les taxations surprises à l'arrivée, ce genre de choses-là. Et puis c'est vrai que quand je regardais dans le domaine des SDR en France, s'il y avait déjà des acteurs, je n'en avais pas trouvé. C'est comme ça que tout simplement l'idée de monter une boutique plus particulièrement spécialisée sur le SDR m'est venue. Ce qu'on va voir aujourd'hui, c'est les possibilités en matière de SDR et notamment appliquées aux radioamateurs. Alors il s'agit d'une présentation de vulgarisation. Ceux qui connaissent déjà ce mode-là, je ne suis pas certain qu'ils apprendront forcément grand-chose aujourd'hui. Le but c'est de montrer effectivement ce qu'on peut faire aujourd'hui dans ce domaine-là et des nouvelles évolutions. Définition rapide du SDR, donc c'est pour Software Defined Radio. Pour schématiser et pour vulgariser à l'extrême, c'est tout simplement le fait d'utiliser un logiciel et donc généralement un ordinateur pour traiter toutes les fonctions de réception et même d'émission, on le verra, dans le domaine de la radio. C'est une révolution parce qu'effectivement ça permet de réduire les coûts matériels de manière très importante, c'est-à-dire qu'aujourd'hui la majorité des coûts matériels sont supportés d'un point de vue logiciel, ce qui permet d'avoir du matériel extrêmement peu cher pour pouvoir faire de la radio à partir de son PC. D'un point de vue grand public, le SDR, il est utilisé en fait depuis pas mal d'années et quotidiennement, typiquement dans le domaine de la téléphonie mobile, où les stations de base, les relais sont pilotés avec des logiciels SDR, c'est là qu'on les retrouve plus particulièrement. Et puis, la grande révolution, c'est que le SDR permet de traiter presque n'importe quel signal radio qui existe. Et c'est là où ça ouvre des possibilités qui sont énormes. Pour faire simple, la moindre onde radio qui peut être émise peut être reçue à partir de son ordinateur. On peut traiter le signal, donc on peut imaginer énormément de choses. Je tenais aussi beaucoup à cette présentation SDR dans le cadre d'un salon radio amateur parce que l'autre révolution et l'autre aspect que je trouve génial à travers le SDR, c'est que ça nous a amené une vraie nouveauté dans le domaine de la radio. Il y a quand même beaucoup d'années qu'il n'y a pas eu, je dirais, de nouvelles choses qui nous sont arrivées. On avait l'habitude d'utiliser les appareils qu'on connaît bien. Et le SDR, non seulement nous permet à nous de pouvoir réexpérimenter des choses, de retester des choses, de découvrir la radio de manière complètement différente, et dans le même temps, je suis aussi convaincu que le SDR peut être une opportunité monstrueuse pour le radioamateurisme en France et puis ailleurs dans le monde, puisqu'on peut réussir à travers le SDR à refaire découvrir la radio à travers un outil plus moderne et que tout le monde utilise, qui est l'ordinateur portable, et pourquoi pas effectivement d'amener des gens qui font du SDR à les amener à l'activité radioamateur, parce que là on tient effectivement vraiment quelque chose, et puis soyons clairs, qui d'autre que nous sommes les plus spécialisés pour parler de radio, pour savoir ce qu'on peut faire en radio. On a 20, 30, 40, 50 ans et même beaucoup plus derrière nous, donc c'est vrai qu'il y a le sujet SDR pour moi est vraiment à prendre à bras le corps par la communauté radioamateur et essayer de la dynamiser, puisque on reste plus beaucoup, on doit être 15 000 licenciés en France. Sur les 15 000 licenciés, je pense qu'on doit être entre 4 et 5 000 OM vraiment actifs, impliqués dans les radioclubs, etc. J'ai du mal à voir notre communauté plus grande que 5 000 personnes en France aujourd'hui, d'un point de vue des hommes actifs. Donc on est tout petit. Le SDR est une vraie opportunité. Pour entrer dans le vif du sujet, qu'est-ce qu'on peut faire et d'où est venue cette révolution ? C'est extrêmement récent, c'est ce que je voulais vous montrer aussi à travers ce slide, puisqu'en fait, finalement, c'est arrivé à partir de 2010. Donc on a 4 ans, le SDR, le RTL SDR, est arrivé il y a environ 4 ans, grâce à une découverte qui a été faite par Eric Fry, je ne sais pas si je prononce bien, rejoint après par 2 autres personnes à Smocom et puis Antipola Sahari, qui lui a plus particulièrement popularisé en 2011-2012
Et on voit bien que ça reste quelque chose de, voilà, de très récent et que peu d'OM ont encore conscience. La révolution du RTL SDR, elle tient en fait que l'appareil nécessaire il est extrêmement peu cher, il coûte 20 € et à partir de 20 €, vous pourrez transformer votre ordinateur en un véritable scanner largement pour écouter à la fois les bandes VHF, UHF et aussi les bandes HF avec un converteur. Donc c'est ça qui était, enfin, moi que j'avais trouvé la première fois assez extraordinaire. Habituellement, il nous fallait dépenser 500 €, 1000 €, 1500 € pour avoir un scanner nous permettant de faire ce genre de choses-là. Aujourd'hui, avec cette clé USB qui sert au départ à recevoir la TNT, effectivement, nous permet d'avoir ce type de scanner. Le point clé pour hacker et pour transformer une clé TNT en une clé pour faire du SDR, l'aspect indispensable, c'est qu'effectivement, il nous faut pouvoir disposer du chipset RTL 2832, qui est extrêmement répandu. Et ensuite, donc ça c'est le premier élément requis sur les. Si vous avez une clé TNT chez vous, regardez effectivement le chipset qu'il peut y avoir. Peut-être que vous avez déjà une clé que vous pouvez utiliser pour faire du SDR en réalité. Et puis après, le deuxième élément qui va être décisif sur les performances, ça va être le type de tuner utilisé. Le plus courant aujourd'hui, c'est le Raphael Micro, le R820T. Et il y a une nouvelle version qui est sortie en fin d'année dernière, décembre 2014, et qui a amené une évolution en termes de sensibilité et en termes de niveau de bruit. C'est-à-dire qu'effectivement, la version T2 est beaucoup plus sensible, qui nous permet de recevoir des signaux un petit peu plus forts, et puis avec un niveau de bruit, un niveau d'écoute qui est beaucoup plus agréable. La fréquence de couverture, 24 mégas jusqu'à 1766 MHz, ça c'est la couverture théorique. Dans la pratique, moi en ce qui concerne notamment les bandes HF, sincèrement les résultats même sur le 24 mégas et les résultats sur le 10 mètres avec la clé d'origine sont extrêmement décevants et là la sensibilité est vraiment pas terrible. Donc c'est vrai que je recommande le fait d'ajouter un converteur si vous voulez pouvoir disposer des bandes HF. Mais indépendamment de ça, il y a des tas d'autres tuners qui sont compatibles avec le SDR. On n'a pas que les R820 qui sont très popularisés, on a aussi le fameux E4000, sauf que le E4000 n'est plus fabriqué, n'est plus commercialisé, donc on n'arrive plus à le trouver. Et l'avantage que le E4000 avait, c'est qu'il avait une largeur de bande de fréquence plus importante, puisqu'il permettait d'aller de 22 mégas jusqu'à 2200 MHz. Donc effectivement, pourquoi c'est intéressant pour certains, c'est que sur la bande, et vous le savez, des 1 gigabit, 1 giga9, on a les premières bandes de téléphonie mobile. Donc c'est vrai qu'avec le R820T, pour ceux qui veulent faire sniffer les réseaux GSM, c'est pas ce tuner-là qui sera particulièrement recommandé, mais effectivement plutôt les 904000, mais nous on essaye de le trouver et aujourd'hui c'est juste impossible. Dans la présentation, si vous voulez la recevoir, parce qu'il y a quelques liens, il y a des informations pour télécharger des drivers, si vous voulez recevoir la présentation, vous m'envoyez un mail, et comme ça je pourrais vous envoyer, typiquement là, sur autre tuner compatible, vous aurez sur le site rtl-sdr.com, vous avez la liste de tous les autres tuners compatibles pour vérifier si la clé que vous avez à la maison permet de marcher. Dans un point de vue radio-amateur, voilà les principales fonctionnalités ou les principales activités qu'on peut réaliser dans le domaine de la radio. De manière très basique, on peut écouter en phonie toutes les bandes de radio-amateurs HF, VHF, UHF. Donc ça laisse déjà largement de quoi s'amuser avec la bande passante qu'on a. Bien entendu, on peut écouter dans tous les modes phoniques, AM, FM, LSB, USB. Vous pouvez également décoder le Morse, mais aussi tous les autres modes digitaux qui existent. Donc si on n'a pas d'équipement pour faire de la PRS, du D-Star, du DRM, ROS, SSTV, PSI, RTD, des choses un peu plus connues, effectivement avec notre clé TNT, le converteur, on peut aussi s'amuser à décoder tous ces modes de communication et qui ouvrent pas mal de perspectives. L'écoute des ondes courtes, là, nécessairement, on doit pouvoir disposer d'un converteur. Et puis, à la fin, je vous ai mis aussi quelques liens sur lesquels vous trouverez des informations un peu particulières, juste pour vous montrer et pour résumer en réalité tout ce qu'on fait aujourd'hui
en radioamateurisme, on peut faire exactement la même chose avec le RTL SDR. C'est-à-dire que là, j'ai listé ça, mais quelles que soient nos activités, en fait, voilà, après, ça reste de la radio. Il n'y a rien qui change. Donc, vous pouvez utiliser votre clé TNT pour en faire un analyseur de spectre. Vous pouvez observer l'activité en météoscateur. Vous pouvez faire de la chasse au renard ou de la triangulation avec plusieurs clés TNT. Vous pouvez mesurer les performances d'une antenne, mesurer le SWR. Il y a là aussi, sur le lien, il y a un OM qui a montré quel était le matériel nécessaire qu'il utilisait pour pouvoir faire ce genre de choses-là. Je trouve ça vraiment super intéressant. Le suivi des ballons, écouter la station MIR ISS, écouter la station MIR, écouter la station internationale, ISS, pardon, faire de l'écoute satellite, recevoir des cartes météo. Voilà tout ce qu'on peut faire en réalité dans le domaine du RTL SDR, en dehors de ce qu'on a vu précédemment dans le domaine du radioamateurisme. Le radioamateurisme, on fait rigoureusement tout ce qui existe aujourd'hui. Et ensuite, eh ben, vous avez tout ça. Alors je ne vais pas tout lister, hein, mais en gros, sur les autres applications, bien entendu, écouter les avions, les tours de contrôle, le trafic et les conversations entre les avions et les tours de contrôle, faire le suivi en temps réel des avions via les signaux ADS-B, les signaux et les messages pour ACA, pareil pour le suivi des bateaux, la réception des images satellites, écouter la radio numérique en DAB, faire de la radioastronomie, sniffer les signaux GSM, enfin, les possibilités en dehors du domaine radio-amateur sont effectivement très importantes et puis elles continuent de se développer au fur et à mesure de leur développement. Concrètement, comment ça se passe? Parce qu'on nous pose souvent la question sur la manière de configurer une clé TNT. Donc je vais vous montrer différentes étapes et puis partager quelques retours d'expérience avec vous. Première chose, c'est effectivement quand vous allez brancher votre clé TNT, généralement, vous allez avoir Windows, si vous êtes sur Windows, qui va vous proposer d'installer les drivers pour faire la TNT. Donc, annuler l'installation automatique pour éviter tout problème de compatibilité. Pour brancher la clé USB sur le même port USB que sur lequel vous avez fait l'installation qu'on va voir après. Si vous changez de port, c'est pas grave, mais vous devrez refaire l'installation pour que les drivers soient correctement pris en compte. En termes de type de port USB, je recommande très largement d'utiliser un port à vitesse rapide, donc un port USB en 2.0. Si vous avez des anciennes machines, des machines qui sont un peu vieilles, un peu obsolètes, il peut arriver deux choses quand vous allez mettre en route votre clé SDR, votre clé TNT SDR. Soit vous allez avoir un signal qui va être assuré, parce que vous allez avoir en fait soit pas suffisamment de vitesse pour que les données soient transmises entre la clé TNT et votre ordinateur. Donc si vous avez des signaux assurés, c'est pas la clé qui marche pas, c'est soit la vitesse du port USB qui n'est pas assez rapide, ou soit le microprocesseur ou la mémoire du PC qui n'est pas assez rapide. Faire du SDR sur ordinateur, c'est génial, mais faire du SDR, c'est extrêmement gourmand. Quand vous allez lancer votre logiciel SDR, regardez la consommation en termes de CPU, en termes de mémoire. Enfin, vous allez voir notamment au niveau du CPU, ça va être très gourmand. Première installation à faire, donc vous téléchargez le logiciel Zadig, ensuite vous lancez l'exécutable Zadig, et petite astuce, c'est qu'il faut après bien cliquer sur List All Device pour qu'on ait tous les périphériques USB que vous avez sur votre ordinateur qui puissent s'afficher dans le menu déroulant. Et dans le menu déroulant, vous devez choisir votre périphérique pour mettre à jour le driver SDR. Donc, en fonction de la clé que vous utilisez, le libellé ne sera pas toujours le même. Des fois, ça va être écrit RTL 2832. Donc là, au moins, c'est clair, c'est explicite. C'est comme le port salut, on sait que c'est notre clé RTL, il n'y a pas de souci. Mais des fois, vous allez trouver l'indication built-in interface 0. C'est cette interface-là, c'est ce device-là qu'il faudra choisir. Vous le choisissez dans la liste du menu déroulant, RTL 2832. Vous restez bien sur les drivers WinUSB qu'on va aller installer et vous cliquez tout simplement sur Replace Driver. Et là, en fait, on va mettre le driver pour faire le RTL dans la clé TNT et c'est comme ça qu'on va pouvoir faire le SDR. On va remplacer les drivers TNT qui, pour nous, n'ont pas de grande utilité.
Deux logiciels sont particulièrement utilisés aujourd'hui, dans le domaine radio amateur notamment, SDR Sharp et HDSDR. La différence entre les deux, c'est vraiment une différence en termes d'interface et d'ergonomie. HDSDR nous rappelle plus nos habitudes de radio amateur parce qu'on trouve des boutons de réglage, on trouve des annotations qui nous parlent, notch, enfin, différents, la mise en place des filtres, etc. Donc c'est vrai qu'il est, je sais qu'il est pas mal utilisé. Moi, à titre personnel, je recommande SDR Sharp, qui est peut-être un peu moins joli d'un point de vue de l'ergonomie, mais SDR Sharp est un logiciel qui est vraiment évolutif parce que vous avez aussi des plugins que vous pouvez ajouter au logiciel SDR et qui vont vous permettre de rajouter des fonctionnalités. En termes de fonctionnalités que vous pouvez rajouter sur SDR Sharp, vous pouvez rajouter par exemple une fonctionnalité de scanner, donc pour définir en fait une bande de fréquence à analyser. Vous pouvez rajouter des filtres supplémentaires, donc ça c'est vraiment très intéressant pour nous. Vous pouvez rajouter un S-mètre pour nous rappeler en fait la force des signaux, enfin transformer la force des signaux, moins 15 dB, moins 10, moins 5 dB pour les transformer en signal 3, signal 4, signal 5, signal 9 qui nous rappelle effectivement des choses dans le domaine de la radio. Et puis, au fur et à mesure, il y a de plus en plus d'add-ons et de plugins qui sont rajoutés à SDR Sharp. J'espère que dans le futur, on pourra avoir directement le module ADSB intégré, ou pour les messages AK, ou même décoder directement le RTTY, la C-double, le PSK dans SDR Sharp. Tout ça va dépendre de l'évolution des développeurs au fur et à mesure qui peuvent participer pour enrichir le logiciel. Une fois que vous avez fait tous ces paramétrages et toutes ces installations, le conseil numéro 1 que je donne, c'est effectivement le réglage au niveau du gain pour deux choses. Première chose, j'ai souvent des gens qui me disent j'ai tout installé, j'entends rien. Si vous n'entendez rien, généralement c'est parce que le niveau de gain est réglé à 0 et donc il n'y a aucun signal qui arrive en entrée. La deuxième raison, mais sur celle-ci je ne veux pas m'étendre longtemps avec vous parce qu'on le sait tous dans le domaine du radioamateurisme, le point clé d'une station radio, c'est l'antenne. Point. Pas d'antenne, pas de salut, rien du tout. Donc effectivement, j'ai des gens qui s'imaginent avec la petite antenne magnétique qui est fournie d'origine, qui vont pouvoir écouter tout ce qu'on leur dit qu'ils vont pouvoir faire. Non, effectivement, la petite antenne, elle peut recevoir les signaux de TV parce qu'ils sont très importants, elle peut recevoir les signaux radio, FM parce qu'ils sont très importants. Si vous voulez faire de l'écoute sur le 2 mètres, sur le 430 et tout ça, ouais, sans antenne à l'extérieur, voilà, vous le savez pertinemment, mais c'est toujours bon de le rappeler. Deuxième chose, à l'inverse, je vois des gens qui effectivement poussent tout à fond, tous les liens à fond, c'est tout saturé de tous les côtés. Sur un malentendu, ça peut passer, sauf que si à un moment donné il y a un signal fort qui arrive, la clé TNT, vous la criez immédiatement. Alors, quand c'est sur une clé TNT à 20 €, c'est pas grave. Quand c'est sur le HackRF à 350 €, le HackRF, vous le grillez en quelques secondes, quoi. Donc, ces réglages au niveau du gain sont vraiment très importants. Comme vous le voyez sur ma capture d'écran, j'ai pas coché le gain automatique, ni en RTL, ni en tuner. Je le déconseille vivement. De manière générale, je déconseille d'activer ces gains parce qu'ils sont vraiment trop puissants et ils vont juste dégrader le signal de manière importante et dégrader l'audio. Autre point et autre réglage que vous pouvez faire sur votre clé RTL et que je vous invite à faire, c'est de régler la bande passante que vous avez à l'écran. Là aussi, je vous disais tout à l'heure qu'on peut recevoir des signaux qui sont hachurés à cause d'un port USB qui n'est pas assez rapide. On peut aussi avoir une réception qui va être hachurée parce qu'on a une largeur de bande de fréquence à l'écran qui est beaucoup trop importante pour le CPU, pour le microprocesseur de l'ordinateur. Donc si vous entendez que c'est en train d'être hachuré, que vous n'entendez pas grand-chose avec la clé, mon conseil, c'est dans le réglage du sample rate, effectivement de réduire la bande passante pour avoir une bande passante qui soit la plus étroite possible et qui va vous permettre vraiment d'optimiser votre réception sur la plage qui va vous intéresser. Après, soyons clairs, dans le domaine de l'écoute radio amateur et dans les bandes HF et VHF, enfin surtout dans les bandes HF, on n'a pas 2 mégas de bande passante ou 3 mégas. Donc
mon conseil, quoi qu'il arrive, c'est plutôt de commencer avec une bande passante à 1 méga, déjà aussi pour avoir un visuel qui va être beaucoup plus fin sur les signaux que vous allez écouter. Concrètement, pour vérifier le réglage, je reviens juste là, sur un dernier réglage qui vous est possible de faire, qui est la correction de décalage en fréquence. Toutes les clés TNT ne se valent pas, et même une clé TNT avec exactement le même chipset, le même tuner, les mêmes composants, etc., ne va pas donner les mêmes résultats en fréquence, même si la clé vient du même fabricant. Alors, est-ce que c'est important ou pas? C'est important si pour vous, être calé sur la fréquence exacte que vous recevez est importante. Donc ça, ce réglage n'est pas obligatoire, hein, vous n'êtes pas obligé de caler votre clé USB, c'est plus un confort de lecture. Si vous aimez bien savoir que c'est sur 14.205 mégas que vous avez entendu le signal et pas 14.207.2, eh bien vous allez avoir un réglage à faire. Pour faire le réglage du décalage en fréquence, la meilleure solution que j'ai trouvée, ma foi, c'est identifier un signal sur une fréquence dont vous êtes sûr, que ce soit en VHF ou en HF, et puis ensuite, eh bien, vous recalez avec la clé SDR sur le signal, et puis vous voyez le décalage que vous avez entre la fréquence théorique que vous connaissez et dont vous êtes sûr, vous savez que c'est sur cette fréquence-là que le signal a lieu, pour changer l'affichage. Mais une nouvelle fois, ce décalage en fréquence va s'afficher à l'écran, mais ça n'a pas d'autre impact. Et si vous ne réglez pas votre clé ou son décalage, ou si vous ne la calibrez pas, ça n'empêche pas la clé de fonctionner, vous aurez juste un décalage en fréquence. Je peux pas être partout. Sur le SDR Sharp, le premier réglage à faire, pour s'assurer que la clé fonctionne correctement, c'est effectivement de se mettre sur les bandes FM. Donc là, on a des signaux qui sont extrêmement larges. Là, pour le coup, ces signaux, ils sont tellement larges qu'ils ne vont pas vous permettre de pouvoir régler précisément le décalage. Donc, je ne conseille pas d'utiliser la bande FM pour faire le réglage dont je parlais tout à l'heure. Et ensuite, typiquement, comment ça se présente, vous lancez la réception en cliquant sur le bouton lecture sur SDR Sharp. Vous choisissez, là, on est en mode radio FM. Donc vous choisissez bien le mode FM large pour pouvoir écouter ces signaux, et puis ensuite vous déplacez tout simplement la fréquence que vous voulez écouter avec votre souris. Si vous avez une molette, vous pouvez utiliser la molette pour déplacer la fréquence, et ça vous permettra, et vous devez